Bon, alors bonjour encore une fois mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui pendant cette séance, mais en vous laissant avec des images des trois lieux où va résider notre condamné à mort. D'accord? Ça veut dire que des images réelles, anciennes et actuelles des trois prisons, ou plutôt des trois lieux décrits dans le dernier jour d'un condamné, c'est-à-dire Bicêtre, la conciergerie et l'hôtel de ville. Alors comme vous savez, dans le cadre de l'enchaînement des cours à distance, nous avons déjà, on a terminé plutôt la première séquence destinée à l'incipit, et puis on a vu les chapitres 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord, ainsi que 6. Et aujourd'hui, on verra une lecture méthodique du chapitre 8. Et on abordera aussi le chapitre 7, 9, 10, 11 jusqu'à 14. Alors vous allez prendre le chapitre 8, la page 56-57. Alors je vous ai déjà envoyé un support de lecture que vous allez trouver, c'est un document de lecture méthodique et analytique que vous allez trouver sur la Murfaqat al-Badda dans Classera. Alors on va entamer l'activité de lecture. Vous allez prendre vos cahiers pour noter ce qui est important. On commencera par la date, d'accord. L'activité lecture méthodique, comme d'habitude. Et l'objectif, amener l'élève à identifier le réquisitoire. Je vais vous montrer, vous expliquer ce que c'est que le réquisitoire dans un roman à thèse, d'accord? Je vais vous expliquer de manière détaillée ce que c'est que le réquisitoire ainsi que le plaidoyer. Alors on va commencer par une lecture du support qui contient le chapitre 8, la page ou les pages 54-55. Ça dépend des éditions. Bon, alors, comptons ce qui me reste. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Il est en train de, le condamné à mort est en train de s'exprimer, il est en train de compter qu'est-ce qu'il lui reste en attendant sa décapitation. 3 jours de délai après l'arrêt prononcé pour le pourvoi en cassation. Le pourvoi en cassation, c'est-à-dire la peine pour le jugement. Vous devez savoir qu'au Maroc, par exemple, il y a trois tribunaux, c'est ce qu'on appelle la cour de première instance, la cour d'appel et la cour de cassation. 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises. D'accord. Le parquet, en réalité, c'est l'administration qui représente le procureur du roi. Chez nous, on l'appelle Niaba L'Amba. D'accord. Alors, avant la condamnation, il reste 8 jours d'oubli au parquet de la cour d'assises. Ils l'ont oublié pendant 8 jours, après quoi les pièces, comme ils disent, sont envoyées au ministre. 15 jours d'attente chez le ministre. Alors le dossier est déjà chez le ministre en attendant 15 jours, qui ne sait seulement pas qu'elle existe et qui cependant est supposé les transmettre après examen à la cour de cassation. Bon, alors là, classement, numérotage, enregistrement, car la guillotine est en compris. La guillotine, on l'a déjà expliqué ce que c'est. C'est une sorte de mécanisme utilisé pour décapiter les condamnés à mort. Décapiter, ça veut dire séparer la tête du tronc ou du corps. C'est une guillotine qui est encombrée, elle est pleine, il y a plein de monde qui attendent leur tour, et chacun ne doit pas passer qu'à son tour. Ça veut dire que même avec la mort, on doit attendre son tour. Le condamné à mort nous dit aussi que 15 jours pour veiller à ce qu'il nous voit soit pas fait de passe droit. Enfin, la cour s'assemble. Alors, après combien de jours, vous voyez, il y a combien de jours que la cour est arrivée à s'assembler.
La cour, ça veut dire le tribunal en réalité, pour annoncer la sentence. Alors d'ordinaire, un jeudi rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre. Ça veut dire qu'il y a eu un rejet de 20 pourvois, ça veut dire 20 demandes pour le jugement. Et renvoie le tout au ministre. 20 pourvois, ça veut dire des dossiers de 20 criminels. Alors qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau. Le bourreau, en réalité, c'est un protagoniste très important dans cette histoire. Ce sont des personnages de l'œuvre de Victor Hugo. Le bourreau, le procureur général, le ministre, etc. Alors, il rejette 20 pourvois en masse et renvoie le tout au ministre, qui renvoie au procureur général, qui renvoie au bourreau 3 jours. Bon, ici, il est en train de nous expliquer en réalité la procédure utilisée pour pour commencer d'abord la demande de pourvoi en arrivant à la condamnation. Bon. Le matin du 4e jour, le substitut du procureur. Alors ici, on constate qu'en réalité, le temps dans le système judiciaire français, à cette époque-là, ça veut dire à l'époque du 19e siècle, à l'époque de l'écriture du roman, le temps n'avait pas de valeur, n'avait pas de valeur. Le temps n'était pas valorisé puisque en réalité il s'agit tout simplement d'un condamné à mort. Alors le matin du 4e jour, le substitut du procureur général se dit, en mettant sa cravate, le substitut du procureur, c'est celui qui représente en réalité le parquet. Le parquet, il est représenté par le procureur général chez nous, Wakil L'Am Malik, ou le substitut, ça veut dire celui qui remplace, ou là c'est le deuxième du parquet. Alors il a utilisé cette expression pour se moquer du système judiciaire français, parce qu'en réalité il n'y a pas de substitut du procureur général. Alors en mettant sa cravate, il faut pourtant que cette affaire finisse. Alors si le substitut du greffier n'a pas quelques déjeuners d'amis qui l'en empêchent, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis au net, expédié. Et le lendemain, dès l'aube, on tend dans la place de grève, l'aube ça veut dire le matin, dans la place de grève, clouer une charpente. La place de grève, vous savez ce que c'est, la place de grève, c'est là où on exécute les condamnés à mort. D'accord ? Actuellement, on l'appelle plus place de grève, c'est la place de la Révolution. Il a changé de nom plusieurs fois. Et dans les carrefours hurlés, à pleine voix, des crieurs enroués. Carrefour, ce sont des croisements, d'accord. On écoutait hurler à pleine voix des crieurs enroués. En toutes 6 semaines, la petite fille avait présent. Or voilà 5 semaines au moins, 6 peut-être, ou 6 peut-être, je n'ose compter que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Et il me semble qu'il y a 3 jours, c'était jeudi. Alors j'ai essayé de vous lire le contenu du document et en même temps j'ai essayé de vous expliquer un petit peu certains mots en relation avec le document. Alors passons maintenant à ce que vous allez recopier sur votre cahier, les traces écrites. Alors la première chose à indiquer, c'est la mise en situation. On va commencer par la situation de l'extrait en question. Vous allez écrire, après avoir entendu sa sentence, le condamné compte les jours qui lui restent. La sentence, ça veut dire quoi? La sentence, c'est la décision finale. Quand un criminel est accusé d'un crime, il passe au tribunal, c'est là où il entend sa sentence. D'accord? C'est la décision finale. Combien de temps, en réalité, si vous voulez plus d'explications, c'est combien de temps il va passer en prison. Alors, après avoir entendu sa sentence, le condamné compte les jours qui lui restent. Alors, comme vous savez, dans une situation de passage, on doit toujours rappeler l'événement.
Hein. Alors, après avoir entendu sa sentence, le condamné compte les jours qui lui restent. C'est une situation en réalité. On récapitule ce qui s'est passé dans le passage. Alors, ce qui se passe, c'est que le condamné compte en réalité ce qui lui reste de jours. 2. À quel type de texte peut-on rattacher ce chapitre? Justifié. Le texte est purement narratif. Le texte est purement narratif. Alors, il y a une petite erreur dans le texte est, au lieu de 7, c'est EST. Le texte est purement narratif. Le narrateur énumère les étapes que son dossier va suivre avant l'exécution, en utilisant les indicateurs temporels qui marquent la chronologie, en plus des temps verbaux, le présent, le passé composé. Ce sont les temps utilisés dans l'extrait. Troisième question. De quelle focalisation peut-on parler dans ce chapitre? Mais attention, il faut toujours justifier. Alors, vous savez très bien qu'il y a 3 types de focalisation. La focalisation interne, externe et 0. D'accord? Alors, en parlant du narrateur, de la focalisation interne, le mot utilisé pour désigner le narrateur, c'est un narrateur interne. Focalisation externe, narrateur externe, et focalisation 0, narrateur omniscient ou bien omni. Alors, lors de la description des adversaires du condamné à mort, ça veut dire le bourreau, le juge, tout le monde qui était présent, il est en train de nous décrire des sentiments. Donc le narrateur connaît les sentiments des autres personnages. Donc nous sommes dans une focalisation interne. Passons maintenant à grand 2, l'hypothèse de lecture. Alors qu'est-ce qui fait de ce chapitre une dénonciation du système judiciaire français? Dénoncer un système, ça veut dire critiquer, envoyer des critiques, etc. C'est dénoncer. En arabe, c'est tendid. Tendid بالنظام العدلي أو النظام ديال القانون الجنائي en France. Alors passons maintenant aux axes de lecture. Le premier axe de lecture, on va rappeler le temps, le compte à rebours. C'est un décompte. Compte à rebours, c'est un décompte, c'est lorsqu'on commence à compter, mais à l'envers, d'accord? Alors, qui part du chiffre le plus élevé, on commence par exemple par 5 minutes, hein, le compte à rebours 5 minutes, puis 4 minutes, 59, 58, 57, etc. Alors, un moyen de dénonciation, le compte à rebours est un moyen utilisé par Victor Hugo pour dénoncer et pour critiquer le système judiciaire français. Bon, alors on va essayer maintenant de repérer les indicateurs temporels et les étapes judiciaires correspondantes. Prenez le texte, vous allez chercher là où il y a un indicateur temporel, et puis on va voir l'étape judiciaire qui correspond à chaque indicateur temporel. Alors, premier indicateur temporel, 3 jours, délai imposé par le juge après cassation ou la cassation. 8 jours, dossier oublié au parquet avant de l'envoyer au ministre. 15 jours, dossier reste chez le ministre. 15 jours, assiéger le dossier de sorte qu'on ne donne aucun privilège au condamné. 3 jours. Alors je vais m'arrêter avec au mot assiéger, c'est donner un siège à quelqu'un. Ça veut dire de sorte qu'on ne donne aucun privilège au condamné. 3 jours. Rejet de pourvoi, envoi du dossier au ministre qui lui envoie au procureur général, qui le renvoie au bourreau. C'est la procédure utilisée en France à l'époque. Un jour, le 4e jour, le substitut du parquet. Toutes ces informations ont été extraites de l'extrait que nous avons déjà lu. Passons maintenant à autre chose. Quelle valeur donne-t-on au temps par les différents protagonistes, procureurs, ministres, condamnés? Alors, est-ce qu'ils donnent
ces protagonistes donnent une valeur au temps, aucune valorisation du temps. Alors, autant que le temps compte pour le condamné, les responsables ne s'y intéressent guère, d'accord? Le temps est très valorisé par le condamné, mais pour les autres personnages, non. Alors, je m'excuse pour cette fenêtre qui apparaît de temps en temps. L'exemple qu'on peut trouver à la page 54, vous voyez très bien l'expression « le désintérêt du ministre ». On peut trouver aussi d'autres indices sur la page 54, 55 et les lignes consécutives 20 et 21. Alors, quel sentiment inspire ce compte à rebours? Il fait naître chez le condamné un caractère d'obsession, ça veut dire qu'il deviendra obsédé. Obsédé, je ne sais pas si vous connaissez le mot, mais lorsqu'on dit de quelqu'un qui est obsédé ou il est obsédé de quelque chose, ça veut dire que cette chose-là s'empare totalement de sa pensée. D'accord? L'obsession, parfois, il peut mener à une maladie. D'accord? Généralement, elle est connue comme psychose, mais la psychose est considérée comme un cas pathologique contrairement à l'obsession. Lorsque ce dernier se voit assiégé par le temps, il est entouré, le temps s'est emparé de lui, c'est pour cela qu'on parle de cette obsession. Alors, quelles sont les figures de style qui traduisent cet état d'obsession? L'obsession, bien sûr, du narrateur, ou plutôt du condamné à mort. On voit très bien l'énumération sur la page 54-55, la ligne 11 et la ligne 4. Là, classement, numérotage, enregistrement, c'est l'énumération. D'accord? Ici, un autre exemple, l'ordre d'exécution est minuté, rédigé, mis en net et expédié. D'accord? Alors, on remarque très bien que c'est comme s'il s'agissait. Si on supprime par exemple les virgules, on pourrait facilement mettre des numéros. Alors, 1, minuté, 2, rédigé, etc. Alors, l'hyperbole, c'est lorsqu'on exagère dans notre expression. La guillotine est encombrée. La guillotine est encombrée, en réalité, c'est une hyperbole claire. C'est une exagération claire de la description de la guillotine. Pourquoi? Normalement, ce qui est encombré, c'est dans l'intérêt des personnes qui attendent. Et on sait très bien que la guillotine ne porte aucun intérêt aux personnes exécutées, mais au contraire, c'est un mécanisme qui va décapiter les criminels. Une dernière figure de style, c'est l'ironie. À la page 54 et 55, je m'excuse encore une fois pour cette fenêtre. Chacun ne doit passer qu'à son tour. Le substitut du procureur, d'accord? Chacun ne doit passer qu'à son tour. On est en train de se moquer tout simplement. Le narrateur se moque du système judiciaire français. Quelle est la tonalité dominante dans ce chapitre? Alors on a une tonalité tragique. En réalité, c'est la tonalité qui prédomine dans l'œuvre tout entière. On l'appelle tonalité, on l'appelle aussi registre. Le condamné est obsédé par le temps, donc le registre tragique est clair. Bon, alors on parle maintenant de la narration au service de la dénonciation. Le narrateur a utilisé la narration pour nous raconter les étapes par lesquelles passe son procès, en dénonçant le système judiciaire français. Alors, première question, quels sont les éléments qui assurent la narration dans ce chapitre? Quelle est leur valeur? D'abord, on assure. Quels sont les éléments qui assurent la narration? Alors, les éléments qui assurent la narration dans ce chapitre sont les indicateurs temporels sous forme d'adjectifs numéros. 3, 15, 8, etc. C'est une valeur chronologique, d'accord? Chronologique, vous savez très bien ce que c'est, ça vient de chronos, en rapport avec le temps. Les temps verbaux, présent, narratif et passé, composé. Quelle est la valeur de la narration dans cet extrait? Alors, ce texte vise à dénoncer le système judiciaire français de l'époque, d'accord? Il a été carrément dénoncé par Victor Hugo à travers son œuvre Le Dernier jour d'un condamné. Alors revenons maintenant à quelque chose de très important, c'est le réquisitoire. Je ne sais pas si vous connaissez le mot, mais en réalité, le réquisitoire, je l'ai déjà expliqué en classe, d'accord? Le réquisitoire, c'est le travail mené par le procureur ou par celui qui représente le parquet, de manière générale au tribunal. Donc, il comporte quoi? Il comporte des critiques, d'accord? Le réquisitoire.
Contrairement à quoi? Contrairement au plaidoyer. Le plaidoyer, c'est un travail rédigé par l'avocat de défense, ça veut dire l'avocat, celui qui défend le condamné. Alors, à quel type de texte peut-on rattacher le réquisitoire? Le texte auquel on peut rattacher le réquisitoire, c'est le texte argumentatif. Il veut passer un message pour dénoncer le système judiciaire français. On sait très bien que la visée capitale de l'œuvre de Victor Hugo, c'est de dénoncer le système judiciaire français, surtout à travers la peine capitale ou la peine de mort. C'est une peine qui ne sera abolie qu'en 1984 en France. Donc à travers l'histoire, le narrateur, à travers l'écrivain, Victor Hugo, est censé nous apporter des arguments pour consolider son point de vue. Ça veut dire l'abolition de demander et exiger l'abolition de la peine de mort. C'est pour cela donc que c'est nécessaire de dire que la visée générale de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné, est une visée en rapport avec l'abolition de la peine de mort. Très bien. Alors, encore une fois, cette fenêtre. Alors, finalement, on va voir quelle est la thèse implicite, ainsi que les arguments utilisés pour défendre cette thèse. Alors, la thèse, le temps n'a aucune valeur dans le système judiciaire français. D'accord ? Puisqu'il s'en fout du condamné, il s'en fout de son dossier, il s'en fout en réalité de sa situation. Les arguments présentés pour consolider cette thèse, regardez par exemple 3 jours pour annuler une décision juridique, le dossier reste 8 jours au parquet, le dossier reste 15 jours chez le ministre, le dossier est assiégé pendant 15 jours pour ne pas avoir de privilèges, 3 jours pour que le dossier arrive chez le bourreau, le dossier passe un jour chez le substitut du procureur général. Après 12 jours, on prépare la place de grève. Alors d'après tous ces arguments, on constate que le temps n'a aucune valeur dans le système judiciaire français. Bon, c'est la thèse que l'auteur, Victor Hugo, a essayé de nous transmettre. C'est le message que Victor Hugo a essayé de nous faire passer. Et voilà les arguments qu'il a cités pour nous convaincre qu'à l'époque, le système judiciaire français ne donnait aucune importance et aucune valorisation au temps. J'espère que vous avez bien compris. J'ai expliqué de manière détaillée. Je me suis intéressé à ce chapitre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un chapitre très important. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas faire une étude analytique ou bien méthodique de tous les extraits, mais on s'intéressera aux chapitres les plus importants. Je vous souhaite donc un bon reste de journée et merci pour votre attention.